Les vrais sujets. Les vraies questions. Les vrais débats. Les vraies affaires. Hey, salut, c'est Julien Mercure. Et Philippe Rioux. Bienvenue aux Vraies Affaires, cette version du 31 janvier 2014, la fin du premier mois de cette année. On a plein de sujets. Comme d'habitude, il se passe plein de choses. Je pense que tout le monde en est conscient dans l'actualité présentement. Ouais. C'est chargé. Juste, évidemment, en commençant, nos sympathies vont aux gens qui sont affectés par la tragédie de l'île verte. Bon, écoute, c'est un gros fait divers, comme tu disais, mais malheureusement, c'est jamais plaisant quand ça arrive. Puis... Ouais, c'est un fait divers, mais je pense qu'il va y avoir des questions qui vont émerger, tout ça. En fait, il y a déjà des questions qui émergent, tout ça. Des gens qui parlent de peut-être faire une commission d'enquête à Alouette, etc. Mais moi, j'aimerais avoir une petite pensée. Honnêtement, je pense pas que c'est... J'ai pas entendu grand monde parler de ça, mais moi, personnellement, j'ai une petite pensée pour les gens qui travaillent en ce moment. Dans les décombres. Oui, imaginez évidemment. votre corps de travail que c'est de dégeler un pied et demi d'épais de glace au-dessus de tas de trucs calcinés puis il y a des corps dedans. Ouais. C'est pas le fun. Non, c'est vraiment... Donc, on a une pensée oui, pour ces gens-là, puis surtout juste pour que si on reste d'actualité, qu'on mentionne ce qui se passe dans l'actualité. Mais cela étant dit, passons au niveau... on va commencer par l'actualité au niveau du gouvernement fédéral. Tu voulais me parler de certains développements récents. On pourrait parler entre autres de l'annonce que Justin Trudeau a fait cette semaine. Écoute, je me suis réveillé un matin, puis une affaire que je ne m'attendais pas un matin, c'était de lire le move politique le plus original que j'ai vu depuis un moment. Ben d'abord, tu t'attendais pas à voir la grosse face à Justin Trudeau dans l'article en commençant, en ouvrant la page. Là. Un matin dans mon lit, j'arrive mon téléphone, je dis « Justin, qu'est-ce qu'il... Ouais! » Justin, il a sacré dehors, entre guillemets. Il a sacré dehors poliment, soyons honnêtes. Les 32 sénateurs du caucus libéral. Puis ça, ce que ça veut dire, là, il les a pas reniés, il les a pas envoyés au bûcher. Il a dit « On vous sort de notre machine officielle parlementaire. Vous ne faites plus partie de l'équipe. Vous n'êtes plus... » Parce qu'avant, il y avait l'équipe élue, l'équipe parlementaire qui se réunissent et qui prennent des décisions. Et à ces réunions-là se joignaient les 32 sénateurs. Et là, dans le fond, ce qu'il a dit, c'est nous. En fait, la position officielle du Parti libéral, c'est nous désavouons au niveau de notre institution de parti, l'institution du Sénat. Ils ne sont pas les premiers à parler, à soulever les problématiques que le Sénat a dans le système parlementaire canadien, mais comme tu dis, c'est un move extrêmement créatif pour adresser ce problème-là. C'est le premier move concret, en fait, là, de tout ce qui se passe au niveau du Sénat. Là. Oui, effectivement. C'est le premier move qui n'a pas été motivé par des enquêtes ou des allégations. Là. Non, mais par contre... ça a été motivé, mais il n'a pas été forcé par ça. Non, mais c'est faux, par contre, de dire que c'est le premier move, parce que les enquêtes comme telles étaient une forme de move. C'est-à-dire qu'avant même de parler des problématiques systématiques à la présence du Sénat puis aux problèmes que ça crée et l'incohérence que ça crée dans le système politique, avant ça, fallait genre dégangréner ça un peu, puis sans dire que ça a été fait complètement, une première étape, c'était de dire, hey là, ceux qui abusent encore plus que les autres, c'est tout dire, faut faire de quoi, là? Ouais. Mais écoute, moi je vois ce move-là, puis je t'en reviens un peu à l'idée que, bon, moi j'ai été élevé dans une atmosphère très péquiste, ça paraît pas, ça a l'air, mais j'ai été élevé là-dedans. Et donc, pour moi, quand j'étais plus jeune, tu sais, les libéraux, d'abord au Québec, mais encore plus au niveau fédéral, c'était le démon. Tu sais, c'était comme tu n'avais même pas besoin de lire ce qu'ils présentaient, c'était le démon anyway. Tous des cons. Tous des cons, exactement. Et là, plus ça va, je vieillis, la vie étant ce qu'elle est, et puis là, je me rends compte, Colin, peut-être qu'il faudrait que je porte au moins un minimum attention à ce qu'ils présentent. Et je vais me faire ce devoir-là lors des prochaines élections fédérales parce que j'ai beau pas y aimer la bête nécessairement à Justin Trudeau. Plus il est dans l'actualité, plus il mentionne certaines choses. Oui, c'est peut-être un petit fond de démagogie par endroit, il faut lui donner ça. Mais Colin, il y a certaines affaires avec lesquelles je suis foncièrement en accord. C'est pas le Parti libéral de Stéphane Dion, là.
Hein? Non. Non, d'ailleurs, on est content, là. Mais je veux dire... Oui. Et donc, pour moi, je me dis, Colin, ça va vraiment valoir la peine, aux prochaines élections, de sortir de cette espèce de marasme-là au Québec où les libéraux, c'est les méchants, peu importe ce qu'ils présentent, et faire un effort de véritablement regarder ce que le parti, au-delà de la personnalité charismatique de Justin Trudeau, présentera aux prochaines élections. Le Parti libéral est en train de doubler, mais complètement le NPD au niveau de... Je ne dis pas au niveau des intentions de vote dans les sondages, tout ça, mais juste au niveau du momentum de présenter une option réaliste et de faire avancer le débat public au Canada. Les libéraux, là, c'est où ce que ça se passe en ce moment. Là. Oui, et attention, hein, moi, le NPD, comme d'ailleurs j'ai un peu la même attitude au niveau de Québec solidaire sur la scène provinciale, je les trouve extrêmement pertinents. Je les trouverais plus pertinents dans un rôle de tirer un peu la couverte de leur bord, mais pas dans un rôle où ils légitimement prendraient le pouvoir. S'ils prennent le pouvoir, moi, je vais être en désaccord avec la majorité des choses qu'ils vont présenter, mais sauf que lorsqu'ils ont le rôle de tirer un peu de leur bord, lorsqu'ils ont la balance du pouvoir, des fois, ben, ça fait un compromis qui peut être intéressant. Tu as des visions vraiment extrêmes, opposées, qui sont obligées de se concilier puis de se parler entre eux autres. Puis souvent, c'est de là qu'émergent les solutions les plus intéressantes. Exact. C'est toujours le fun d'avoir cette espèce de... Moi, j'ai toujours considéré le NPD du même côté ou du même genre que le Québec solidaire. C'est un parti de groupe de pression. Donc, la couleur orange, essentiellement. C'est un groupe de pression que ça donne qui vont en élection. C'est la même chose avec le Parti vert. Là. Si demain matin, on met le Parti vert au pouvoir, je veux dire, il n'y a rien qui marche. Là. En tout cas, ça va être long et ça je veux marche. Dire, même s'ils vont vouloir faire des mesures environnementales, ça ne marchera pas plus. Là. C'est pas... Mais attention, surtout parce que des mesures environnementales, c'est pas une stratégie. Ça veut rien dire en ça passant. Veut pas dire, premièrement, ça veut rien dire. Deuxièmement, ça peut amener à des abus et à des effets qu'on n'avait pas pensé. On a interdit le gaz. Hein? Demain. Ouais. Demain. Fait que, préparez-vous. Là, hein? Trouvez d'autres sources. Là. C'est le temps. Là. D'ailleurs, c'est une des choses que je répète souvent aux gens qui disent, tu sais, à chaque fois que, mettons, on sort des mesures que certaines compagnies pétrolières ou certains gouvernements mettent pour encadrer la production pétrolière, pour essayer de la rendre la moins dommageable possible pour l'environnement, c'est jamais bon. C'est jamais assez. Pourquoi? Parce qu'on ne devrait pas en prendre du gaz. Mais tu sais, tu t'assures que les gens-là, tu te dis, mais attends un peu, là. Toi, tu veux-tu, demain matin, on coupe les valves. Il n'y a plus de pétrole qui sort de nulle part. Demain matin, ça va être bien meilleur pour l'environnement. C'est-tu réaliste? Pas en tout. Je te dis non pas seulement c'est pas réaliste, mais c'est pas non plus souhaitable. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on... Puis je veux dire, là, je mets mon chapeau de... Là, on a dérivé un peu, là, mais je mets mon chapeau de chimiste. Là. Quand j'étais membre de l'Option nationale... Je suis encore membre techniquement de l'Option nationale. C'est très technique. Mais je déplace plus mon cul pour aller voir ce que l'Option nationale fait. Et quand j'étais allé au congrès de l'Option nationale, j'en ai vu des bonnes. Au niveau des propositions d'amendement de la plateforme, etc., en tant que chimiste, j'en ai vu des capables. Et je me suis levé. J'ai fait mon devoir. Je me suis levé et j'ai dit, tu sais, ça veut rien dire. Ça c'est irréaliste, etc. Et la meilleure, moi, que j'ai vu ça puis je capotais. Il y a quelqu'un qui a dit, qui a proposé, comme un amendement à la plateforme, de interdire, pas genre, interdire l'utilisation... Pas encadré, là. Interdire l'utilisation des combustibles fossiles d'ici 2025. Complètement. Ah, mais écoute, ils nous ont laissé 10 ans. C'est beau, quand même. C'est long, là. 10 ans pour renverser complètement notre système, non seulement énergétique, mais manufacturier. Là. Parce que c'est ça, en fait, c'est surtout ça le problème. Parce que le pétrole, là, tu sais, mettre du gaz dans ton char puis le faire brûler pour avancer, là, ce n'est qu'une des multiples utilisations du pétrole. Et attention, là, moi, quand je dis ça, là, je te dis pas qu'il faut... C'est la plus conne, les utilisations, mais ce n'est qu'une utilisation. Je dis pas qu'il faut trouver une façon de remplacer cette utilisation-là. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'on peut pas faire ça en parallèle. C'est-à-dire, à la fois développer des sources d'énergie alternatives pour ces moyens d'utilisation du pétrole-là, mais en même temps, en parallèle, améliorer les pratiques dans l'extraction du pétrole qui existe déjà pour les rendre... Est-ce que c'est pas louable? Ces initiatives-là, même quand on parle des gaz de schiste et des choses comme ça, oui, c'est pas bon, je le sais. Là. Je te dis pas qu'on devrait investir énormément, mais quand on essaie de faire en sorte que ces méthodes-là soient de plus en plus responsables environnementalement, sans qu'elles le soient entièrement, là, on extrait du pétrole. Hein? Là, on va commencer par dire les vrais. On va appeler un chien, puis un chat, on extrait du pétrole. Mais si on peut l'extraire, tandis qu'on en a encore de besoin de toute façon, si on peut l'extraire de façon plus efficiente, de façon plus responsable, en même temps qu'on cherche des nouvelles sources d'utilisation d'énergie, des nouvelles sources d'énergie,
pourquoi est-ce qu'on chie encore sur ceux qui continuent à en extraire, mais qui essayent de faire le mieux possible? Ben, encore là, je remets mon chapeau de chimiste. Ça Mais dépend vas-y. quel... Ça te fait bien, d'ailleurs. Les chimistes n'ont pas d'ailleurs de chapeau classique comme les chefs. Ils ont juste un sarrau, puis des lunettes, puis des gants. Mais ça dépend de quel pétrole t'extrais, en fait. C'est qu'il y a des pétroles qui sont très faciles à extraire, que tu ne dépenses pas beaucoup d'énergie, que tu ne fais pas réellement beaucoup de pollution à extraire. L'exemple classique de ça, c'est le pétrole léger, non sulfuré du Texas, qui en reste vraiment plus tant que ça, honnêtement. Là. Ça, c'était magique. Littéralement, tu drillais un trou à terre, là, puis là, t'as du pétrole propre qui sortait tout seul du sol. Genre, pouf! Tu sais, dans les films, là, quand il y a une fontaine, ouais. ça, là, ça, BD aussi, ça là. c'est le Klondike du pétrole. Ça, là, ça, c'est merveilleux. Puis, de l'autre côté du spectrum, t'as le pétrole des sables bitumineux, que là, la notion de la propreté ou de l'efficacité d'extraction devient vraiment importante. Ouais, d'ailleurs, j'ai dit gaz de schiste, là, mais je voulais dire des sables bitumineux. Ouais, mais gaz de schiste, ça rentre quand même dans cette catégorie-là de faut que tu fasses plus d'efforts pour aller le chercher, etc. Mais au bout de la ligne, c'est pas encore ça tant le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais avec le pétrole que tu extrais. Si le pétrole que tu extrais, c'est pour le brûler, c'est con faire ça, là. Non seulement on pogne de l'énergie, parce que le pétrole, l'énergie qu'il contient, ce n'est qu'une des metrics par rapport au pétrole. C'est bien correct l'énergie qu'il contient, mais c'est pas ça le problème. L'énergie, c'est de l'énergie. Mais le problème, c'est que c'est du carbone. C'est du carbone énergétique qu'on brûle puis qu'on dompe dans l'atmosphère. Pourquoi? Pour faire avancer des chars. Mais avec ce pétrole-là, on peut faire plein de meilleures choses. Du plastique, des matériaux avancés, ou juste de ne pas le toucher. C'est en soi un matériel de base incroyable pour tout faire, que ce soit des médicaments ou tout le reste. C'est dans notre intérêt de trouver d'arrêter de le brûler pour de faire autre chose avec ça. C'est ça que je veux dire. C'est que mais le brûler, c'est le problème. Justement, comme on va continuer à avoir de besoins, puis on va terminer cette discussion là-dessus, ce que je dis, c'est que nous devons continuer à encourager les façons d'améliorer les pratiques et les méthodes d'extraction du pétrole plutôt que de juste dire on ne devrait pas aller en chercher puis trouver d'autres choses à la place. C'est irréaliste et c'est pas constructif. Parce que tu n'encourages pas ceux, minimes soit-il peut-être, qui font ces efforts-là au détriment de financer et apporter, supporter et apporter ton appui à ceux qui cherchent à changer complètement ce système-là, ce qui est utopique. Mais je pense, pour finir un peu là-dessus, je pense que ce que tu ressens plutôt, c'est le désir de faire un contrebalancier exagéré de l'autre côté. Parce que tu sais, le lobby du pétrole, pas nécessairement le lobby du pétrole dans le sens evil du terme, mais juste l'industrie du pétrole. Le principe de l'exploitation du pétrole, c'est quelque chose de très fort. C'est un schème de pensée, l'utilisation du pétrole, que certains gens essayent de contrecarrer de manière des fois pas trop habile ou d'exagérer. Mais en même temps, s'ils n'exagèrent pas pour faire contrebalancier... Ouais. Non, je comprends. Ils sont un peu obligés, dans leur logique, de rêver d'un futur où on n'a pas besoin de pétrole. Puis c'est de ça qu'ils nous parlent. En ce moment, c'est pas réaliste, mais c'est quand même ça leur rêve. C'est ça le endgame de leur affaire. Fait que c'est pour ça qu'ils nous en parlent. Effectivement. Mais là, on n'a pas full parlé du fédéral. Bref, mais en même temps, on a quand même parlé du fait qu'on a des solutions novatrices qui... C'est plaisant quand même de voir que on retourne tranquillement vers une scène politique fédérale beaucoup plus dynamique qu'elle a été, pas juste depuis que les conservateurs sont là. Je m'excuse, mais si on recule le Parti libéral de Paul Martin, là, hey, c'est une scène... Hey, ça, c'était plate. C'est une scène politique assez plate depuis longtemps. Après, la seule affaire qui a eu été intéressante récemment, c'était la vague orange au Québec, parce que ça faisait quelque chose de différent. Mais ça fait 15 ans qu'il se passe rien sur la scène fédérale. C'est le petit train quotidien, put, les deux mains sur le volant, et on s'en va dans le clos. Fait que... Au moins, là, il va y avoir un peu plus de dynamisme et c'est pour ça que j'ai hâte à la prochaine campagne électorale fédérale. Je pense que ça va être le fun. Ça va vraiment être intéressant avant, pendant et une fois que les résultats seront connus. Ouais. Donc, c'est à suivre. Mais maintenant, revenons au Québec. Revenons à le show qu'est la commission Charbonneau qui nous donne cette semaine qui nous a donné cette semaine des moments savoureux avec M. Arsenault qui a lui, il brainstorm tout le temps, dans le fond. Mais pas seulement M. Arsenault, mais il y avait aussi M. Lavalais avant. Mais c'est d'entendre... Les meilleurs, c'est toujours d'entendre les extraits d'écoute électronique, là. Les écoutes téléphoniques, plutôt de... C'est tellement caricatural, c'en est comique. T'entends à Curso, là, qui est... Là, tu sais, il s'appelle Tony, là. Tony! Puis là... Hey, je sais pas que... T'as-tu vu ce qu'il a entendu? T'as-tu entendu ça, là? Il a engagé des Chinois, man.
des Chinois pour faire nos routes. C'est incroyable qu'au Québec, on me donne pas tout l'argent public à moi et puis mon bateau, là. Ils donnent ça à des... C'est scandaleux. Puis Michel est comme, ah ouais, c'est fou. Ça a pas de bon sens. Ça a juste pas de bon sens. Non, là. mais écoute, c'est comme je te dis, moi, ça me fait capoter ce gars-là. Et comme il dit, il brainstorm constamment, dans le fond. Il dit toutes les insanités du monde, mais à chaque fois, il réfléchit. Il réfléchit tout haut. Il pense pas vraiment à ce qu'il dit. Puis, il a beau dire des évidences qui semblent convenues en tout le monde à qui il parle. Non, mais c'est un projet, là. Mais quand t'entends ça, tu dis, là, l'intérêt du travailleur sur le terrain, là, il est tellement loin dans leur tête. Là. C'est l'enfer. Mais ça, là, j'aimerais ça, avant qu'on embarque sur cette idée-là, moi, j'aimerais juste revenir. On a eu un commentaire à la suite de notre deuxième épisode où on a parlé de la commission Charbonneau. Tu sais, les gens disaient, ça ne nous fait pas chier de voir ces gens-là qui sont essentiellement immunisés contre toute forme de prosécution par le fait qu'ils viennent témoigner à la commission Charbonneau. Tu sais, moi, j'aimerais juste répondre, oui, ça me fait chier. Ça m'enrage d'écouter ça. Mais je pense que l'important, c'est de faire abstraction de notre sentiment d'indignation collectif pour le bien d'une transformation du système. C'est ça, honnêtement, la commission Charbonneau... C'est une expérience scientifique qu'on fait en ce moment. La commission Charbonneau, là, c'est un travail psychologique, individuel que chaque Québécois doit faire. Il doit regarder ça, se sentir profondément outré, écraser son sentiment d'indignation et se dire, pour le bien du système à long terme, et on parle de notre génération et les générations qui s'en viennent, il faut donner l'immunité à ces gens-là, aussi enrageants que ce soit, et dire que au moins, et on espère, ça va servir à une transformation du système. C'est ça le but. Là. Mais même encore là, l'immunité que ces gens-là ont, elle n'est pas totale. Là. Non. Il y a plein de choses. Il y a plein de gens qui vont là ou qui vont aller, qui font face à la musique policière en ce moment. Là. Tony Accurso, là, il est accusé de tout. Là. Mm-hmm. Il y a genre 2000 chefs d'accusation contre lui. Là, puis je veux dire, ils ont du stock pour prouver tout. Là. Oui, ils sont blindés. Là. D'ailleurs, il n'est pas encore venu à la commission Charbonneau. Là. Ce que je veux dire, c'est que... Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir, moi, là, les nouvelles qui sont sorties cette semaine, la perquisition chez la firme Roche, à Québec. Tu sais, souvent, là, les perquisitions de l'anti-LUPAC se font un petit peu avant que les sujets en question soient abordés à la commission Charbonneau. Donc, moi, j'ai l'impression que dans les prochaines semaines, on va commencer à changer un peu le focus de la commission Charbonneau et on va voir ce à quoi les perquisitions chez Roche ont véritablement servi. Et je pense que ça risque de parler des contributions politiques. Moi, parce que c'est vers ça qu'on s'en va. Parce que si on regarde un peu la commission, ils ont parlé du municipal, on s'est rendu compte à quel point ça puait. Puis là, ils sont allés au niveau syndical, ils se sont rendus compte à quel point ça puait. Oh oui, ça pue. Mais, vous en manez, le côté syndical, c'est bien beau, là. On va pas interviewer tout le monde qui a signé une carte de membre, là. On sait, là. Mais là, ils vont aller au niveau provincial. C'est ça. Ça sera à voir. Si on conclut ce qu'on connaît en ce moment du système syndical au Québec, je pense que j'aimerais parler de où est-ce qu'on s'en va avec notre système syndical au Québec. Ben, c'est une question qui devrait couler de source après ce qu'on voit à la commission. Mais en fait, en guillemets, malheureusement, pour le système syndical au Québec, il fait partie intégrante de la problématique de la construction. Donc, je pense que tout le système syndical au Québec devra se transformer, même pour des gens qui n'ont aucun rapport à clouer des clous puis faire du béton. Là. Mm-hmm. Mais le syndicat de la construction au Québec est tellement pesant que, c'était à lui qu'il fallait s'attaquer en premier parce que c'est probablement le plus pesant et le plus problématique. Le plus payant aussi. Mais ça devrait quand même, comme tu dis, originer une réflexion sur l'ensemble du syndicalisme au Québec. Ce que je veux dire, c'est que le problème dans la construction n'est qu'une loupe vers les problématiques syndicales au Québec. Global. Et j'aimerais ça qu'on ait une discussion au niveau syndical puis je veux faire un contraste avec ce qu'on entend au niveau de la radio. C'est ou bien que les gens n'en parlent pas, ou les gens en parlent comme si le syndicalisme d'un niveau fondamental, c'était une idée imbécile et inutile. Et je déteste ça au plus haut point parce que j'ai toujours trouvé qu'au Québec, nos problèmes syndicaux n'étaient pas liés au syndicalisme, mais aux institutions syndicales au Québec. Nos institutions syndicales au Québec sont vieilles, encrassées, dogmatisées et qui, de facto, protègent l'intérêt de seulement quelques individus. L'intérêt du syndicat. Au détriment de ceux qui le représentent. Oui, en fait, puis c'est exactement ce que les écoutes électroniques de la FTQ reflètent. C'est que ce n'est plus... la FTQ Construction n'était plus un syndicat des travailleurs.
c'était une business d'extorsion d'argent, entre autres des cotisations des membres. Pour bénéficier à ceux qui étaient dans le système. Exact. C'est ça. Mais c'est le même principe que, regarde, on fait toujours des blagues qui disent tu sais, quand tu pousses le communisme à son extrême, tu t'en reviens à ne pas aider la majorité des gens, tu t'en viens à favoriser ceux qui sont au-dessus de l'échelle. Donc, tu donnes une image complètement l'inverse que ce que le communisme veut donner. Le syndicalisme, c'est un peu ça. C'est de dire, hey, les travailleurs, on va se mettre ensemble pour s'aider mutuellement, mais tu crées tellement un gros système qu'il y a des gens qui se retrouvent au-dessus des autres et finalement, ils finissent par travailler davantage à leur propre intérêt qu'à celui de ceux qui ne sont pas directement impliqués là-dedans. T'sais, mais je pense que la réflexion... Mais là, la réflexion syndicale au Québec doit passer, puis on avait déjà parlé, sur le fait que c'est d'abord et avant tout d'enlever le tabou qu'on a qu'il n'est pas permis de dire que ce qu'un syndicat fait n'est pas bon pour l'ensemble des travailleurs. Parce que c'est un peu ça le discours qu'on a présentement. D'ailleurs, avec la proximité des syndicats et du Parti québécois, mais du pouvoir en général, c'est un peu ça. Ils ont justifié beaucoup de leur implication politique en disant « Mais tout ce qu'on fait pour les travailleurs, dans le fond, c'est bon pour la société au complet. » Ça, c'est pas vrai. À moins que tu changes les normes du travail, le code du travail, les normes minimales, c'est les normes du travail, le code du travail? C'est le code du travail. Le code du travail. Si tu ne changes pas le code du travail, de facto, ça ne s'applique pas à tous les travailleurs du Québec. Là. Non, et d'ailleurs, là, j'ai réfléchi après ça et je me suis dit, mais il y a une distinction importante à faire entre les syndicats au privé et les syndicats au public. Parce que les syndicats au privé, ultimement, s'ils se battent pour les droits des travailleurs, ils peuvent davantage se réclamer du fait que c'est bon pour l'ensemble des travailleurs. Parce que ce qu'ils vont faire va jouer sur la façon dont les entreprises privées payent et rémunèrent et donnent les conditions de travail. Ça l'embarque dans la guerre de classe un petit peu aussi. Là. Il y a un peu de ça, effectivement, les prolétaires contre le patronat. Et ça donne, effectivement, peut-être de façon de faire évoluer les modèles de relations entre employés et employeurs. Et ça peut bénéficier à d'autres secteurs qui ne sont pas représentés par le syndicat comme tel. Sauf que... Ça fait toujours un peu plus de sens. Oui, sauf que lorsque tu sors dans les syndicats au public, là, le problème, c'est que si tu te bats exclusivement pour le droit et le bien et les bénéfices de tes travailleurs, mais que ces travailleurs-là sont payés par l'ensemble de la population, qui est forcément, par la nature des choses, plus grande en termes de quantité que les travailleurs à défendre. Espérons. C'est un classique. Eh bien là, tu peux pas vraiment te réclamer de ça parce que si tu... Un bel exemple qu'on a à Québec en particulier, c'est la question de la grève des cols blancs et la question des caisses de retraite. C'est que ce qu'ils font, là, c'est vrai que c'est bon pour leurs travailleurs. C'est même excellent pour le travailleur. Il faut une superbe job. Des super conditions pour les travailleurs. C'est génial. Sauf que ça se fait au détriment de l'ensemble de la population qui sont ceux qui payent pour ça. Et c'est là, à mon avis, qui pourrait avoir un axe de réflexion pour le futur du syndicalisme au Québec. C'est d'abord et avant tout une scission entre les syndicats des employés publics et les syndicats des employés privés. Je pensais à ça. J'ai jamais pensé à cette distinction-là en tant que telle, mais c'est vrai qu'il y a quand même il y a une différence d'argument. Ce que je veux dire, c'est que quand, mettons, le syndicat du Journal de Montréal décide de pas d'être en grève ou qu'ils sont en lockout ou whatever, ultimement, ça ne fait juste affecter le Journal de Montréal puis les profits de Québécois. Là. Exact. La population au complet peut avoir relativement un regard neutre, les supporter ou ne pas les supporter, mais ce n'est pas tant que ça leur combat. Mais à chaque fois que un syndicat déclare une grève au niveau de son employeur public, ce n'est pas juste contre Pierre-Carl Pelado et ses actionnaires, c'est contre toute la population. Mais pire que ça, c'est que si tu es en accord ou mettons, reprenons l'idée d'une grève au Journal de Québec ou au Journal de Montréal, dans une entreprise comme ça, toi, en tant que consommateur, tu peux sanctionner, tu peux exprimer ton appui ou ton désaccord face à ultimement le règlement du conflit en disant « Moi, je suis pas d'accord avec la façon dont on a réglé ça, donc moi, je n'achèterai plus le Journal de Québec. » Mais tu peux pas faire ça au public. Non. Parce qu'une fois qu'ils ont pris l'entente, plus mes taxes. Tu vas payer pareil. Exact. Je veux dire, c'est des gens qui prennent des décisions et puis après ça, ils disent, écoute, que tu sois en accord ou pas, tu vas payer pas pareil. Mais c'est peut-être là où le vent tourne au Québec, mais peut-être à Québec plus spécifiquement, mais je pense que la population en général à Québec s'est entre guillemets réveillée de cette réalité-là. Puis surtout au niveau que le syndicat des travailleurs de la Ville de Québec a pas grand-chose à défendre, en fait. Ils ont des conditions comparables, absurdes. Ça ne paraît pas dans leur discours, par contre. Ça ne paraît pas... Il n'y a pas un syndicat qui va dire qu'ils sont assez payés. Jamais. C'est jamais arrivé. C'est pas leur job. Jamais. En fait, dans la loi, ils ont quasiment pas le droit de dire ça. Parce qu'ils doivent toujours, selon la loi, et là, ça revient à notre système
législatifs au Québec, ils doivent toujours défendre contre vents et marées et contre des... La logique même, en fait. Les mathématiques, là. Ouais. Ils doivent toujours défendre leurs membres. Donc, mais là, à Québec, là, ça passe plus, là. Et il y a un vent au niveau de la population avec l'élection 2 fois du maire Labon. Qui ont la deuxième fois avec une plateforme qui était presque exclusivement là-dessus. Presque là-dessus, parce que anyway, l'amphithéâtre est en construction, etc. Mhm. Puis, je veux dire, d'un côté, c'est assez brillant d'un point de vue, pas notarien, mais comptable du maire Labaume d'aller là-dessus, parce que c'est tellement cher, le payroll de Québec et de leur caisse de retraite, que c'est de loin le meilleur combat qu'il y a à faire au niveau des finances publiques de la ville. Mhm. Donc, dans le fond, c'était très brillant de son point de vue de faire ça. Et là, il est allé chercher des appuis au niveau du système provincial. Et là, les syndicats sont malheureusement le momentum et le dogme. Il n'y a plus de leur bord. Il y a des fissures, là. Et là, ils ont dit, on va peut-être faire une grève au niveau du tournoi Pee-Wee. Puis le monde était comme genre, non. Là. Ça, d'ailleurs, ça a été un bel exemple. D'ailleurs, il y avait des solutions qui commençaient tranquillement à être proposées par rapport à ça, qui ont dénoté tout le pouvoir qu'une population a face à des actions d'un syndicat comme ça, de dire, écoute, là, si tu me dis que tu vas faire ça, puis il y a quelque chose qui nous tient suffisamment à cœur pour qu'on se mobilise entre nous autres, ben on va le faire. Et pourquoi ils ont reporté leur vote de grève? Donc, pour l'instant, en tout cas, il n'y a plus autant cette menace-là. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils se sont rendus compte que leur mesure n'aurait aucun effet. Parce que la population avait déjà dit, écoute, c'est nous qui payons. En fait, là, dans un cas comme ça, est nécessairement du côté du patronat. Parce que c'est eux qui payent. Après ça, tu peux décider qu'il est d'accord avec les revendications. Mais d'abord et avant tout, dans une négociation avec un syndicat qui représente les employés du public, tu dois d'abord assumer que l'ensemble de la population est de facto du côté patronal, puisqu'elle paye. Après ça, elle peut décider individuellement individu par individu, de se replacer du côté des revendications syndicales. Mais d'abord et avant tout, c'est eux qui payent. Mais je pense pas non plus qu'il faut aller jusqu'au point de leur empêcher tout pouvoir de négociation, dans le sens que juste le point de vue du support peut quand même amener à des ententes raisonnables en voulant dire « Hey, on veut bien travailler pour la ville, mais tout ça, mais tu sais, il faut des conditions, puis on veut de quoi? » Puis je pense que les gens de la Ville de Québec veulent pas non plus que les employés de la Ville de Québec ils gagnent 8$ de l'heure. Non, pas en tout, c'est ça. Là. Il y a comme un... Je pense qu'il y a peut-être une peur démesurée au niveau du syndicat de dire on va pas faire par exprès pour vous faire des esclaves, là. Mais là, vous pouvez pas demander tout ce que vous voulez et surtout nous demander d'assumer vos déficits de vos caisses de retraite à nos frais, alors que la majorité des gens dans la Ville de Québec n'ont pas de caisse de retraite. Exact. Ce qui est en soi, c'est très difficile de demander ça, là, à un regular Joe, là, de dire ah ouais, moi je vais falloir que je paye plus pour ta caisse de retraite. Moi, je n'ai pas. Hey, t'as de l'audace de me demander ça, là? Parce que moi, j'en ai pas, là, de caisse de retraite. En tout cas, clairement, avec tout ce qui se passe au niveau de la commission Charbonneau, je pense que le syndicalisme au Québec est en transformation. Il est dans une période de transition. Mm-hmm. Et dans quelques années, 5-10 ans, émergera un nouveau syndicalisme au Québec. 5, 10, 15, 20 ans. Il ne faut pas être impatient par rapport à ça. Là, on parle d'un changement profond, d'ailleurs, qui, selon moi, devrait s'étendre à d'autres secteurs de la société québécoise, mais commençons par celui-là du syndicalisme. Soyons patients, mais soyons conscients que nous avons entre nos propres mains la destinée de ce choix-là qu'est la place du syndicalisme au Québec. Il faut ramener justement le pouvoir politique à toute la population, et pas juste certains morceaux de la population. Exactement. Écoute, on approche de la fin. Juste, qu'est-ce qu'on va surveiller un petit peu dans les prochains jours, en fin de semaine, la fin de semaine prochaine? D'abord, en fin de semaine, évidemment, c'est le Super Bowl! Et donc, je ne ferai pas de prédiction parce que moi, je n'embarque pas dans cette game-là. Je vais certainement l'écouter. Et donc, ce sera à voir. D'abord, c'est un show, là. Je veux dire, même si tu n'aimes pas le football, considérant qu'ils parlent de ça dans les médias une semaine avant et 3 semaines après, ça vaut la peine de l'écouter juste pour dire que tu l'as écouté. Le Super Bowl, c'est ça, comme tu dis, c'est en soi un show. C'est un événement culturel. C'est ça. C'est une game auquel se greffent plein de choses. Aussi, évidemment, plus sortons du cas des États-Unis, puis allons plus mondialement parlant. Surveillons la situation en Ukraine, man.
Sérieusement, Ouais. là, c'est particulier. D'ailleurs, récemment, le gouvernement canadien vient d'annoncer que les diplomates, pas les diplomates, mais les hauts gradés politiques ukrainiens sont nettement pas les bienvenus au Canada. Un peu un move. Persona non grata. Un peu un move out of nowhere. Là. Honnêtement, là, Ben, je veux dire, oui, il se c'est passe un des move affaires, facile, là. mais ouais, puis ça veut pas dire grand-chose. En tout cas, c'est à suivre. Sincèrement, le premier ministre ukrainien a démissionné. Son gouvernement est pas vraiment dans une bonne position. Ils sont en train de parler, entre autres, de l'amnistie qui devrait être donnée à la quantité astronomique de protestants, de personnes qui ont participé aux démonstrations qui sont arrêtées. Donc, c'est une situation volatile à suivre. De toute façon, l'histoire de l'Ukraine n'est qu'une situation volatile. Je veux dire, c'est à la lisière entre l'Europe et la Russie, ça fait que c'est de la merde. Mais peut-être que... Ça, puis la Pologne. Ouais. Maintenant, c'est moins pire, la Pologne, là, mais il y a été longtemps que la Pologne... tu sais, la Pologne Mais est justement, entrée... tu dis que c'est moins pire pour la Pologne. Qu'est-ce qui est arrivé à la Pologne? Elle s'est mise dans l'Union européenne. Exact. Et Ouais. peut-être que c'est justement là que le raisonnement de l'Ukraine va dire « Hey, mettons qu'on regarde dans les 100 dernières années notre alliance, entre guillemets, avec la Russie. Là. Ça nous a amené où exactement? » Ouais, ça va être il va y avoir une grosse question là-dessus. L'histoire au niveau de l'Ukraine n'est pas du bord de la Russie. Là. La Russie peut-être a surestimé son influence ou on vous dompe du pétrole puis tout ça. Mais en fait, c'est d'ailleurs... Mais pendant longtemps, ça a c'est fait une des partie problématiques, de la Russie, en fait. Mais entre Oui, autres, oui, par exemple, c'est- on vient de parler de la Pologne. Là, si ça vous tente à un moment donné d'avoir du plaisir en lisant l'histoire d'un pays, là, lisez l'histoire de la Pologne. Là. Un pays qui est entré et sorti de l'existence à peu près une dizaine de fois Ah, c'est dans absurde. les derniers 1000 ans. Écoute, parlant d'histoire, je vais terminer avec ma suggestion Première Guerre mondiale de la semaine. Question d'explorer un petit peu plus précisément le déclenchement de ce conflit-là, parce que c'est vraiment ça qu'on célèbre cette année en 1914. Il y a un livre de Madame Barbara Tuchman qui a écrit dans les années 60 un livre qui s'appelle The Guns of August. C'est encore aujourd'hui, il vient de paraître de nouveaux livres, évidemment c'est le centenaire, hein, fait qu'il y a des livres à n'en plus finir, mais c'était jusqu'à récemment la meilleure présentation de l'enchaînement des causes avec les différents points de vue lors de ce fameux été 1914. L'embrasement. C'est ça exactement. Donc c'est un livre quand même assez volumineux, là. Il y a près de 600 pages, mais ça vaut la peine parce que ça présente le déclenchement, les motivations pays par pays, et ça s'arrête là à le combat sur la Marne au printemps, pas au printemps, à l'automne 1914. Donc c'est vraiment essentiellement toute la crise diplomatique de l'été et les premières phases de la guerre. Ça vaut vraiment la peine. Je dois admettre que ça fait longtemps que je l'avais lu, donc je suis en train de le relire, mais c'est très détaillé. Donc c'est un autre genre, c'est pas nécessairement une lecture super facile, mais c'est parmi les ouvrages les plus importants sur ce sujet-là. Et donc, ça va conclure notre podcast de cette semaine. Alors, il nous reste simplement à vous souhaiter et à nous souhaiter Bonne semaine. Hey, si vous avez des questions, des commentaires ou des menaces, c'est lesvraiesaffaires@gmail.com. Et si vous êtes sur Reddit, on vous invite à venir dans notre forum de discussion qu'on va publier chaque vendredi dans le subreddit de Québec. Vous êtes tous les bienvenus. Et aussi, évidemment, si vous trouvez ça intéressant, on vous invite à vous abonner à notre canal YouTube et évidemment aussi à répandre la bonne nouvelle à votre entourage, à vos amis, à vos parents. Plus cette émission-là est écoutée, plus ça nous permet d'interagir avec vous et aussi de répandre nos opinions que l'on considère, je crois, somme toute intéressantes. En toute humilité. Bien sûr.